Allez, on plonge directement dans notre décryptage d'aujourd'hui. En tant qu'analyste, notre boulot, c'est de prendre ces grandes théories économiques, parfois, avouons-le, un peu indigestes, et de les transformer en stratégies ultra concrètes pour nos territoires. Considérez ça comme un briefing de terrain. L'idée, c'est de se doter d'un véritable tableau de bord pour piloter l'économie locale sans naviguer à vue. On commence avec cette question qui fâche, mais qui est essentielle. L'économie, c'est pas juste des graphiques débattus à Wall Street. Ce sont des forces énormes qui décident littéralement si la boulangerie du coin ou la petite usine de la zone industrielle va survivre, s'agrandir ou mettre la clé sous la porte. Le but aujourd'hui, c'est vraiment d'ancrer ces concepts dans la réalité de nos quartiers. Voici notre plan de vol. On va diagnostiquer les cycles économiques, équilibrer le flux circulaire, suivre le pouvoir d'achat, naviguer sur le marché du travail, aborder le fameux compromis de l'inflation et terminer sur la croissance locale durable. On attaque la première partie, diagnostiquer les cycles économiques régionaux. Alors, vous avez sans doute déjà entendu ce jargon barbare, l'écart de production. Mais si on traduit ça pour une réunion publique, c'est tout bêtement notre potentiel commercial inexploité. Imaginez une grande usine fermée en périphérie, avec des ouvriers qualifiés qui pointent au chômage. Ça, c'est un écart négatif. Il y a des ressources, mais on ne s'en sert pas. Un élu va utiliser cette donnée pour justifier des aides et relancer la machine. À l'inverse, un écart positif, c'est quand l'économie locale est en surchauffe totale, ce qui amène inévitablement de gros risques d'inflation. Et comme on le sait tous, la croissance, c'est jamais une belle ligne droite. On a l'expansion, on touche un pic, ça se contracte, on atteint le creux et ça repart. Pour nos responsables locaux, c'est vital de capter ces ondulations. Pourquoi ? Parce que la stabilité de nos rentrées fiscales, l'argent qui sert à payer nos écoles et nos routes, dépend complètement de la façon dont on gère ce montagne russe. On passe à la section 2, équilibrer le flux circulaire. J'adore cette métaphore. Imaginez notre économie régionale comme un immense réseau de plomberie. D'un côté, on a des fuites, l'argent que les gens mettent de côté, les impôts ou l'argent qu'on dépense pour acheter des produits fabriqués ailleurs. De l'autre, on a les injections, les dépenses publiques locales, les investissements et nos exportations. La règle d'or pour un maire ou un président de région, c'est de s'assurer que l'argent qui quitte notre tuyauterie est compensé par de l'argent qu'on y réinjecte. Et ça nous amène à l'écart épargne-investissement. Si les fuites, les retraits sont plus importants que les injections, devinez quoi ? Notre économie locale fait du surplace. C'est exactement là que les collectivités doivent jouer leur rôle. Une intervention bien ciblée, comme cofinancer une zone d'activité, ça vient combler cet écart et ça remet de la pression dans les tuyaux pour stabiliser la santé financière de la région. Section 3. Suivre le pouvoir d'achat local. Regardons de quoi est faite cette fameuse demande globale qu'on peut vraiment voir comme le pouvoir d'achat de la communauté. On y trouve la consommation, l'investissement, les dépenses publiques et les exportations nettes. Le point crucial ici, c'est de réaliser à quel point nos décisions budgétaires immédiates sur les dépenses publiques vont impacter le coût de la vie au quotidien et la capacité des entreprises du coin à embaucher. Mais attention, on ne vit pas sous cloche, on est dans une économie ouverte. Une nouvelle politique douanière à l'autre bout de la planète peut littéralement geler les embauches dans notre usine locale. En revanche, ces mêmes flux mondiaux peuvent aussi nous apporter les financements nécessaires pour construire notre nouveau tramway. En clair, les grands chocs internationaux finissent toujours par atterrir directement sur nos fiches de paie locales. Section 4. Naviguer sur le marché du travail. Là, on touche à un point absolument capital. Tous les chômages ne se valent pas. Si on a un chômage structurel, ça veut dire que notre main-d'œuvre locale n'a plus les compétences demandées par les entreprises. Là, il faut massivement investir dans la formation professionnelle. Par contre, si c'est du chômage cyclique, c'est juste que l'économie tourne au ralenti et il faut un bon vieux coup de pouce budgétaire. Si un élu se trompe de diagnostic ici, il va gaspiller des millions en investissements inefficaces. Pour rendre ça super concret, regardons ce cas d'école. Une commune voit ses données de chômage cyclique exploser. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle lance rapidement la construction d'un nouveau pont prévu depuis des années. Le résultat est net, l'argent frais arrive dans le tissu local, le secteur du BTP embauche et l'emploi régional est stabilisé. C'est l'exemple parfait d'une intervention budgétaire qui fait office de pare-choc. Mais on arrive à un point de friction. Section 5, le compromis de l'inflation. Le problème en économie, c'est qu'il n'y a pas de solution magique. Et c'est là qu'intervient la fameuse courbe de Phillips. C'est un compromis redoutable. Si vous injectez trop d'argent pour faire chuter le chômage à tout prix, vous risquez de surchauffer le moteur. Et boum, l'inflation décolle. Et il ne faut jamais oublier que l'inflation, c'est l'impôt le plus injuste qui soit, ça détruit directement le pouvoir d'achat des familles les plus modestes.
Et ce chiffre de 3% sur votre écran, c'est ce qu'on appelle le ratio de sacrifice. Dans pas mal de modèles économiques, on estime qu'il faut parfois sacrifier jusqu'à 3% de toute la production d'une région juste pour réussir à faire baisser l'inflation d'un seul petit point. Ça montre bien à quel point c'est une vraie galère de calmer la hausse des prix une fois que la machine s'est emballée. Du coup, le vrai casse-tête pour nos responsables, il est là. Comment on booste l'emploi sans faire exploser la facture à la caisse du supermarché ou à la pompe à essence? C'est un numéro de funambule quotidien, et c'est là qu'on voit que les belles courbes théoriques ont un impact humain bien réel. Ce qui nous amène à prendre du recul avec notre dernière partie, section 6, croissance locale durable. Il faut vraiment séparer le court terme du long terme. À court terme, on stabilise, on bouche les nids de poules, on lance de petits chantiers rapides pour soulager le marché de l'emploi. Mais si on veut une vraie croissance durable, il faut voir plus loin. Il faut investir dans l'innovation, mettre à niveau nos technologies, former les jeunes. C'est seulement ce type de capital qui va transformer en profondeur la capacité de production de notre région pour les décennies à venir. D'où cette citation qui résume parfaitement notre objectif, promouvoir la stabilité avec la croissance. C'est ça la vraie philosophie politique. On gère les urgences aujourd'hui pour éviter que le bateau coule, mais on garde les yeux fixés sur un développement sain pour demain. Parce que si on ne pense qu'à court terme, nos pansements d'aujourd'hui seront les boulets fiscaux de demain. Alors, avec ce fameux tableau de bord en tête, comment nos élus vont-ils équilibrer les robinets pour le prochain budget? C'est le vrai test de leadership. On a désormais les clés pour lire entre les lignes des données économiques et comprendre ce qui se joue vraiment sur le terrain. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec moi et gardez l'œil ouvert sur ce qui se passe dans votre région.